Et bonjour à tous, j'avais bien rendu ici, en route pour la Piole. On partage rapidement dans les groupes et puis on va continuer. Bonjour à tous, on est en route pour la Piole comme d'habitude. Nous, ici au State, toujours après le boulot, hein, comme d'habitude. On va essayer de soulever un petit sujet un peu particulier ce matin. Bonjour à tous. Bonjour le doyen Lambert, bonjour. Bonjour à tous. En route pour la Piole. Euh, On va essayer de soulever un petit sujet aujourd'hui, un grand sujet, la guerre. Quel est le prix à payer? Donc, je vais essayer de partager un peu quelle est la philosophie de la guerre que moi j'ai. Et essayer d'adresser bien sûr les ayants droit, les signataires de la pétition, ceux qui nous supportent, ceux qui nous regardent, et bien sûr la partie opposée, la République du Congo aussi, parce qu'ils sont concernés dans cette conversation. Parce que c'est une conversation qui est importante à avoir. Et je pense que j'ai parlé de ça une fois, quand on a fait l'USK, il y a à peu près une année, parce qu'on va avoir une année en mars, là. L'unité du Sud Congo aura une année en mars. Mais j'avais parlé de ça quand, quelque temps après qu'on ait mis ensemble l'USK. J'ai parlé de ça une fois. J'ai parlé de la guerre une fois. Parce que c'est un sujet euh, qui est quand même très sensible. Et pour moi personnellement, qui comme nous tous nous a affectés personnellement dans nos vies. Ceux qui ont vécu dans la République du Congo, ils savent, on a tous vécu la guerre. Donc pour moi, l'histoire de la guerre, c'est quelque chose de très, très, très personnel et sensible. C'est pour ça que quand je m'adresse à ce sujet, quand je parle de ce sujet-là, j'aime parler avec le cœur ouvert et je veux aussi être honnête avec les ayants droit Congo, les peuples qui nous supportent depuis longtemps, les autres, ceux qui ont signé la pétition, parce que euh, l'histoire de la guerre affecte la vie des milliers de gens. Donc, je pense que vous-même, vous êtes en train de voir, de suivre ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Et moi, je voudrais quand même adresser ce sujet-là, moi-même en tant que l'un des leaders de la Fédération Congo et leader de l'État du Niadi. Parce que quand on parle de guerre, on parle de la vie des gens dont on est responsable. Et donc, j'ai toujours pensé que si on te donne l'opportunité de leader les gens, tu dois avoir cette responsabilité-là d'expliquer aux gens
aux ayants droit, au peuple, aux amis, aux familles, aux ennemis. C'est quoi la guerre pour toi en tant que leader? Et comme vous avez mis, j'ai mis dans le titre, quel est le prix à payer? Parce qu'il y a un prix qu'on paye ici. Et il faut qu'on soit honnête en ce qui concerne cette conversation de la guerre. Il y a un prix qu'on paye. La guerre a un prix. Et on doit être au courant. Le prix à payer de la guerre n'est pas seulement celui des leaders, mais c'est surtout les populations qui sont affectées. Et donc moi j'ai toujours pensé que ce sujet-là, j'ai parlé de ça une seule fois quand on a fait l'USK il y a à peu près une année. J'ai adressé ça une fois dans un de mes lives. J'étais en train de chercher le live là aujourd'hui. Je n'ai pas pu retrouver ça. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pu retrouver ça. Je voulais partager ça avant que je vienne ce matin parler encore. Peut-être pour cette fois-ci, pour la deuxième fois que je vais parler de la guerre. Parce que c'est un sujet qui est sensible. C'est pas quelque chose qui est qu'on doit simplifier. Il faut expliquer le prix que nous allons devoir payer. Si la décision est d'aller en guerre, c'est quoi le prix qu'on va payer? Ça doit être une conversation, ça doit être, pour moi, d'après ma compréhension du leadership, ça doit être quelque chose de clair qu'on explique aux gens. Donc ce matin, je voulais adresser ça. Je sais que c'est un dimanche matin, mais je voulais quand même adresser ça ce matin vu tout ce qui se passe. Juste en passant, le 3 mars, je serai à PSTV. Je crois que je vais devoir partager les sujets. Encore, on n'a pas partagé les sujets, mais les sujets vont être euh, le mois de mars. Donc, le sang qui coule souvent dans la République du Congo au mois de mars, je vais adresser ça parce que moi-même, je suis né en mars. Ça va être la première fois que j'adresse ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour le futur? En ce qui concerne la Fédération Congo. Je vais adresser le mois de mars et je vais parler à la jeunesse de moins de 40 ans de la Fédération. Donc, je vais parler aux plus jeunes. Je vais donner un peu aussi mon point de vue en ce qui concerne notre futur dans la Fédération. Donc ça va être le 3 mars. C'est un jeudi. Je crois que ça va être à peut-être midi ou 14 heures d'Atlanta, donc peut-être 18 heures ou 20 heures là-bas de, euh, de Paris. Donc si on parle de l'heure de Paris, de France, dans quelques jours, le 3 mars, je vais adresser aussi le peuple à PSU. Mais ce matin, je voulais soulever cet équivoque-là. La guerre, le prix à payer. Et dans mon tag, j'ai pas seulement tagué ceux de la fédération, mais j'ai aussi tagué ceux de la République du Congo, parce que c'est un sujet qui les concerne ici aussi. C'est une conversation qui est honnête pour moi, et je vais être honnête avec non seulement les ayants droit de la fédération, mais à ceux qui sont à l'opposé aussi, les supporters de Sassou Nguesso et les Debrasistes. La guerre est quelque chose de très sensible. La guerre est quelque chose de très difficile. Prendre la décision d'aller en guerre, d'après ce que personnellement moi j'ai appris de ma propre expérience, ce que j'ai vu,
par rapport au milieu où j'ai grandi, ce que j'ai vécu, ma propre expérience. Et si je dois interpréter ça en termes de leader, d'après ma vision à moi, la guerre, comme nous on dit aux États-Unis, has to be the last resort solution. En anglais, on dit war should be the last resort that you take. The last resort. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que la décision d'aller à la guerre doit être prise normalement, d'après moi, ma vision à moi de leadership. Parce que je sais que parfois nous ne regardons pas tous les choses de la même manière. Nous représentons à peu près 2 500 000 personnes. Nous avons mis en place 4 États et un royaume. Et donc, il y a nombreux d'entre nous peut-être regardent la question de guerre différemment. Mais je vais expliquer ici comment moi, Gervais Birangui, en tant que l'un des leaders de la fédération, je comprends la guerre et qu'est-ce que ça veut dire par rapport au style de leadership que moi je représente. La guerre, pour moi, doit être the last resort, c'est-à-dire que la dernière solution quand on a exaucé toutes les tentatives de régler un problème. Dans ce cas, nous sommes en train de parler spécifiquement de la séparation entre la Fédération Congo et la République du Congo. Donc, le sujet sur la table ici en ce qui concerne la guerre, c'est ces deux pays-là. La Fédération Congo, qui est un nouveau pays qui vient de se créer le 23 octobre 2021, qui existe, qui est en train d'être mise en place, et la République du Congo. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans ce sujet-là, j'ai tagué, pas seulement les gars de la Fédération, mais j'ai aussi tagué les gars de la République du Congo. Comme ça, ils peuvent écouter, c'est important. Nous, on n'a pas peur des... je suis arrivé à la piole, permettez-moi d'allumer un peu la lumière. Ok, je suis arrivé à la piole, comme je dis, cette série c'est en route pour la piole comme d'habitude. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour. Donc je disais donc, chez moi je vais mettre le chargeur à côté parce que je crois que c'est à un moment donné ça va se décharger. Mais comme d'habitude, hein, nous on sort du boulot, hein, après avoir travaillé, on s'adresse au peuple. Et ce matin, ce sujet c'est la guerre. Le sujet c'est la guerre. Quel est le prix à payer? Donc comme j'ai dit, j'ai tagué les Congos et j'ai tagué des Congolais de Brazzaville. Parce que je voulais être honnête. Parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi comment est-ce que nous on réfléchit. Donc, j'ai expliqué que nous avons mis 4 États ensemble, plus un royaume. Nous avons unifié ce qui était le sud de la République du Congo. Vous avez vu, on est allé au Mbongi. On a formé la fédération le 23 octobre 2021. Nous sommes un pays indépendant. La communauté internationale est au courant de qui nous sommes. Ils ont reçu la documentation. Nous avons partagé la documentation publiquement à tout le monde. Donc ceux qui veulent savoir comment est-ce qu'on a signé la fédération, on peut envoyer les papiers, vous pouvez le voir, c'est public. Comme nous, on a fait depuis il y a 4 ans, quand on a fait le manifeste, c'était public. Quand on voulait sauver la République du Congo à l'époque. Mais ce matin, je vais adresser ça, vu tout ce qui se passe, hein, comme vous voyez vous-même, point de vue
internationale, mais aussi le point de vue de conversation honnête de ceux-là à qui on a donné la responsabilité de leader les autres. Parce que c'est important que vous compreniez comment est-ce que nous on voit ce genre de choses, le problème comme la guerre. Moi, en ce qui me concerne, personnellement, et j'ai parlé de ça, comme j'ai dit, après d'une année quand on a formé l'USK, j'ai parlé de ça une seule fois, parce que c'est quelque chose pour moi de très sensible, parce que ça va affecter la vie des milliers de gens. Nous, dans notre cas, dans la fédération, nous allons avoir près de 2 500 000 personnes qui vont faire partie de la fédération. C'est significant. C'est signifiant. Et donc, j'essaie de dire que la guerre, en ce qui me concerne moi en tant que leader, pour moi, la guerre has to be, comme on dit aux États-Unis, the last resort. Quand on essaie de faire tout dans ce que les Blancs appellent diplomatiquement, ou du point de vue de négociation, ou du point de vue de conversation, et que tout ça n'a pas marché, c'est là où donc la décision d'aller en guerre intervient. Mais même à ce moment-là, avant d'aller en guerre, il faut aller avec le support de la majorité des peuples. Ça veut donc dire quoi? Moi, j'avais déjà parlé de ça avant, dans le passé. Il faut venir prendre, parce que ici même aux États-Unis, c'est ce qu'ils font. Ils ont un gouvernement, il y a des sénateurs, il y a des gens qu'on a, nous, comme on n'a pas, nous, on n'a pas encore de gouvernement, nous, tout ce qu'on a, c'est un conseil fédéral, mais on a le peuple. Donc, il y a une manière de le, les autres le font, même qui ont des gouvernements peuvent le faire. Ils vont donc au Sénat, ici aux États-Unis, à la House, et ils vont prendre ce qu'on appelle, puisque chaque sénateur, chaque représentatif représente des peuples. Donc, ils vont prendre ce qu'on appelle the authorization of war. Et moi, je pense sincèrement que pour avoir le support de la majorité d'un pays, il faut passer par une procédure comme ça. Peut-être pas absolument similaire, mais mettre une procédure comme ça. Pourquoi? Parce que ce genre de décisions doivent être prises avec le support de la majorité des peuples. Donc, si nous sommes des États qui ont formé un pays, il faudrait qu'il y ait le support de chaque État, plus le royaume Wango. La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que la décision d'aller en guerre a un prix très, très lourd à payer. Je répète, quand on décide d'aller en guerre, il y a un prix lourd qui est à payer. Et en ce qui concerne la guerre elle-même en tant que telle, bien sûr, le plus grand prix qu'on paye, c'est la vie des populations. C'est ça. Donc, en tant que leader, la décision d'aller en guerre devrait se faire avec le support populaire. Pourquoi? Parce que ça permet aux leaders de aussi avoir non seulement la confidence que les populations vont donc pour avoir le courage de défendre le pays elles-mêmes. Et je vais expliquer pourquoi je dis ça tout à l'heure. Parce que il y a quelque chose que nous sommes en train de voir qui est un peu, pour moi, très clair ici entre l'histoire de
la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a quelque chose qui est ressorti ici, mais pas seulement entre la Russie et l'Ukraine, même les autres guerres qu'on a pu assister, même les guerres que nous-mêmes on a traversées dans la République du Congo. Mais avant que je rentre dans ces détails-là, je vais expliquer que la décision d'aller en guerre, pour moi, doit être prise et supportée par la majorité des peuples. Pourquoi? Parce que le prix ultime à payer ici, c'est la vie des gens. La vie des populations. La vie des ayants droit. La vie de tous ceux qui représentent la Fédération Congo dans notre cas. Mais il y a aussi ce qui va se passer de l'autre côté. Si la guerre se fait entre la République du Congo et la Fédération, il y aura des pertes de vie de l'autre côté aussi. C'est la raison pour laquelle aller en guerre doit être une décision prise et supportée par la majorité. D'après moi, ma philosophie de leadership. La raison pour laquelle on passe par ce genre de procédure, c'est parce que la décision de la guerre ne peut pas être unilatérale par une personne ou deux personnes ou trois personnes quand ça va affecter la vie des millions. Si nous sommes 2 500 000 dans la fédération, oui, nous avons 28 500 signatures sur papier que nous avons présenté au dernier compte, mais nous savons que cette partie-là, ça va engloutir 2 500 000. Il faut qu'il y ait le support des ayants droit, des signataires de la pétition, des peuples, parce que des 4 États et du Luango et du Royaume Luango, parce que ça va affecter chaque famille. Je veux être clair dessus. La raison pour laquelle j'ai toujours été reluctant de parler de guerre, c'est parce que je veux, comme on dit aux États-Unis, acknowledge, reconnaître les dégâts que ça va causer. Pas seulement les dégâts, mais aussi parler à nos gens et expliquer le courage qu'il faudra prendre, parce qu'il faut avoir le courage de la faire, la guerre, si on veut la gagner. Et je veux, ce matin, essayer d'expliquer le plus honnêtement possible les réalités que la guerre mène. La première des choses pour moi, si signe, est-ce que je vais charger ça au téléphone? Faites-moi signe si vous m'entendez encore, parce que je suis obligé de... Le téléphone est un peu déchargé là. Faites-moi signe si vous m'entendez, faites-moi signe. Je vais m'assurer que vous m'entendez bien, que j'ai chargé le téléphone. Faites-moi signe si vous m'entendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Ok, merci. Ok. Donc, je répète encore. La décision d'aller en guerre doit être prise avec le support de la majorité des ayants droit, des signataires de la pétition, de ceux qui font partie de la Fédération Congo. Pourquoi? Parce que, je répète, cette guerre va se faire doit se faire avec le courage des populations. Aux États-Unis, on dit to go to war, bonsoir Cœur d'Info,
to go to war, you have to have the stomach for war. Ça veut dire quoi? Pour aller en guerre aux États-Unis, ici on dit, il faut avoir les tripes, le courage de la faire. Et ce courage doit être pris par les populations qui sont concernées d'abord, donc les peuples du pays. La guerre, on ne peut pas compter faire la guerre avec rien que le support des étrangers ou de la communauté internationale qui va peut-être vous vendre les armes. La raison pour laquelle vous avez besoin qu'on vous vende des armes, c'est parce qu'il n'y a pas de compagnie qui fabrique les armes là où nous sommes, des pays d'où nous venons, tels que la Fédération Congo, de notre parti. Il n'y a pas de compagnie de fabrication d'armes là-bas. Donc, ça veut dire que vous devrez avoir les armes de quelque part. Mais même si on vous fournit les armes, même si on vous fournit l'aide, le support militaire, ce que on doit comprendre ici, en tant que Congo, qui veulent récupérer leurs terres, récupérer leurs ressources et protéger les populations, c'est que ce sont les Congos qui vont se battre pour obtenir ça. Bonsoir Edith Bati. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai toujours été reluctant d'avoir cette conversation, d'aller en guerre, parce que nous l'avons, bon, pour ceux qui ont vécu dans la République du Congo, ont certainement vécu une ou les deux guerres ou l'une des guerres. Hein, ceux qui sont peut-être de nos promotions là. Et même les jeunes doivent comprendre qu'il y a des conséquences. Mais la partie qui est plus importante d'abord, c'est que les populations, et comme on dit aux États-Unis, have the stomach to fight the war. Parce que pour gagner une guerre, il faut avoir le courage de se battre. C'est pas en comptant sur les autres. Je vais être clair dessus. Et je vais prendre un exemple tout de suite là pour démontrer même comment est-ce que la soi-disant communauté internationale, ils deal avec cette histoire de guerre. Mais je veux qu'on soit honnête avec nous-mêmes d'abord. Quand on crée un nouveau pays, on est en train de mettre les choses en place. On est en train de se séparer d'un pays où la dictature était imposée depuis plus de 40 ans. C'est pour ça que nous sommes en train de partir, parce que nous voulons récupérer ce qui est à nous et on veut se séparer d'eux parce que ça n'a pas marché. Comme on dit, le mariage n'a pas marché. Nous savons tous que même quand on divorce, la vérité c'est que il y a plusieurs genres de divorce. Le divorce peut être, on peut se divorcer dans la guerre, dans la bagarre, mais il faut reconnaître que il y en a aussi qui divorcent. C'est peut-être pas, ils sont peut-être pas aussi nombreux que ça quand vous regardez les statistiques de divorce, mais il y en a aussi qui divorcent sans guerre. Ils tombent d'accord sur certains points et ils se séparent. On sait aussi qu'il y en a qui se séparent avec la guerre parce qu'il y en a qui ne veulent pas partager. L'une des raisons pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici, dans la différence entre la Fédération Congo et la République du Congo, c'est parce que les leaders de la République du Congo n'ont pas voulu partager le pouvoir. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début. Depuis que nous avions présenté le manifeste. Quand on voulait sauver la République du Congo à l'époque. Il y a 4 ans maintenant. Ils ont refusé de partager le pouvoir alors que
les terres sur lesquelles ils sont en train avec lesquelles ils se sont enrichis ne les appartiennent pas. Les ressources qui sont là-bas ne les appartiennent pas. Ça appartient au Congo. Avec K. N'oubliez jamais ça. Nous sommes arrivés ici. La raison pour laquelle j'ai tagué les gars de la République du Congo, c'est parce que je veux qu'ils m'entendent ce matin. Qu'ils entendent bien ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils doivent avoir la conversation entre eux là-bas aussi quand ils sont en train de dealer avec leur histoire de Sassou Nguesso. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est parce que ils ont refusé de partager le pouvoir. Il faut qu'on soit clair. Si vous ne comprenez pas l'historique, comment on est arrivé ici, je vous en prie, allez lire le manifeste qu'on a sorti à 4 ans. Le manifeste pour la libération des 12 départements. C'est public. Si vous n'avez pas compris pourquoi on est ici aujourd'hui, et ce matin je suis en train d'adresser le sujet de la guerre, c'est parce que vous devez aller lire le manifeste. Bonjour Comeback. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que la raison pour laquelle on est arrivé ici, je répète encore aux deux brasistes qui me regardent et aux gens, aux supporters de Sassou Nguesso. La raison pour laquelle on est ici, c'est parce que ils ont refusé de partager le pouvoir. Et donc, nous, il fallait qu'on priorise la vie de nos peuples. Encore, la vie de nos peuples, la raison pour laquelle je parle de la vie de nos peuples, la vie des ayants droit, c'est parce que pendant des années, pendant plus de 40 ans de dictature, le régime de Sassou Nguesso et Sassou Nguesso lui-même et sa famille ont passé leur temps et continuent à travers la pauvreté, à travers les opérations Mouebara qu'ils ont mis pour décimer les peuples congolais, sont en train de continuer à essayer de tuer et nous chasser de nos terres. Ils sont en train de vendre les terres de ce qui était le sud de la République du Congo, qui est aujourd'hui la Fédération Congo. Donc, comme vous avez vu, on a dit depuis le départ, quand on a fait l'USK, il y a plus d'une année, il y a près d'une année maintenant, c'était une action humanitaire. Une action humanitaire voulait dire sauver les vies de nos peuples. C'est pour ça que la question de guerre est une question délicate. La question d'aller en guerre est une question délicate parce que la position que nous on a prise pour quitter la République du Congo est d'abord pour protéger nos peuples, sauver nos peuples, récupérer les ressources qui nous appartiennent et nos terres et se séparer de la République du Congo. Mais nous savons que nous ne sommes pas naïfs, que ça ne va pas être simple. Mais ce que nous sommes en train de faire, que nous avons commencé à faire depuis longtemps, vous nous voyez publiquement, nous avons mis une procédure. Vous êtes en train de voir nous faire la procédure. Vous nous voyez parler publiquement, vous nous voyez faire la procédure pour que on arrive, on essaie de voir si on peut se séparer sans s'entretuer. Parce que je vous dis la vérité, si l'intention n'était pas de se séparer, d'essayer de se séparer sans s'entretuer, on n'allait pas faire le Mbongi. On n'allait pas venir présenter tout ce qu'on est en train de présenter, on n'allait pas faire les conversations, on n'allait pas ouvrir le micro. On allait aller faire comme ce que Sassou a fait en 97, un coup d'État. Non, je vais être honnête avec vous, puisque nous parlons de guerre. Si on ne voulait pas préserver la vie des peuples, si on ne voulait pas sauver la vie, parce que nos peuples ont déjà beaucoup souffert sous Sassou Nguesso, il faut qu'on soit honnête avec ça. La partie sud, là, nos parents, là, c'est la partie que Sassou n'a pas construite. C'est la partie que Sassou a lâché les opérations Mouebara qui a causé la mort des milliers d'entre nous. C'est la partie où il y a eu les 2 guerres civiles.
C'est la partie où il y a eu le génocide du Poul, qui est aujourd'hui Mpangala. Donc, quand on adresse cette histoire de guerre, moi je regarde ce qui est déjà arrivé à nos peuples. Et donc, la procédure que nous sommes maintenant en train de faire devant vos yeux, c'est pour essayer de trouver un processus de séparation sans s'entretuer. Maintenant, nous avons honnêtement dit à la République du Congo, à Sassou Nguesso, à sa famille, aux Mboshi, qui le soutiennent depuis plus de 40 ans, dans la médiocrité et la haine qu'il a déversée sur nos peuples à nous, les Congos, que si la République du Congo attaque n'importe quelle partie de la fédération ou de nos peuples et démarre des exactions, c'est-à-dire qu'en masse, des exactions du genre aller vouloir maintenant faire une guerre un peu plus généralisée que ça, pas ce qu'ils sont en train de faire derrière, tuer les gens petit à petit, faire avec la pauvreté ou torturer les gens derrière. Non, si ils attaquent nos peuples, comme on dit pratiquement frontalement, à ce moment-là, nous nous réservons le droit de venir prendre le support populaire et d'aller raser le Nord. Et je l'ai aussi dit publiquement. Quand j'ai adressé l'histoire de la guerre, la première fois il y a près d'une année, quand on après qu'on ait fait l'USK, j'ai été honnête avec les ayants droit et nos peuples. Mais j'ai aussi mis, quand je parlais, j'ai aussi essayé d'expliquer aux populations que il faut bien réfléchir. Et normalement, il faut essayer d'utiliser toutes les méthodes possibles pour régler cette situation entre la Fédération Congo et la République du Congo pacifiquement avant d'arriver à une quelconque guerre. Il faut essayer de voir. Pourquoi? Parce que nous, nos peuples ont déjà beaucoup souffert. Et je vais expliquer tout à l'heure le prix à payer. C'est pour ça que vous voyez que j'ai mis dans le titre le prix à payer de la guerre. Parce qu'il y a un prix à payer. Ne vous trompez pas. Ah, qu'on ne vous trompe pas. C'est pas les armes que les pays étrangers là vont peut-être vous donner, parce que n'oubliez pas que eux, quand ils vous vendent les armes, je veux aussi juste vous rappeler, eux c'est un business qu'ils font. Eux c'est comme ça ici, c'est-à-dire qu'aux États-Unis ici, c'est vendre les armes comme dans les pays occidentaux, comme la France, vous connaissez les autres. Chez eux, vendre les armes, c'est un grand business. Ils font des billions de dollars. Et la raison pour laquelle faire la guerre n'est pas tellement lucratif pour nous, c'est parce que nous sommes propriétaires d'aucune arme. Il n'y a pas une arme aujourd'hui qu'on a fabriquée par les Congos qui donne le boulot au Congo. C'est ça que je suis en train d'expliquer ici. Même la machette, c'est pas fabriqué par nous. Les compagnies de machette ne nous appartiennent pas. On est propriétaire de rien. Donc, l'histoire de la guerre, la raison pour laquelle les Blancs, ces étrangers-là, courent pour venir nous vendre les armes, c'est pas parce qu'ils nous aiment. Ou c'est pas parce qu'ils veulent protéger nos populations, non. Chez nous, ici aux États-Unis, on appelle ça « it's for profit ». It's for profit. Ils font leur profit, ils font leur argent. Ils font leur argent. Eux, c'est pour leur argent. Ils font leur argent.
Donc, c'est pour ça qu'eux, ils s'empressent de venir vous vendre les armes. Je répète encore, sur le point de vue lucratif, nous ne sommes pas propriétaires des compagnies d'armes. Donc, nous, en réalité, ça ne bénéficie pas nos populations. Mais, ce que ça fait, nous devons payer pour ces armes-là qu'on va nous fournir, ou le support militaire, ou le support technologique. On va devoir payer pour ça. Et en général, les Africains, on paie pour ça en ressources. Puis ce sont les richesses que Dieu nous a données. Ce sont les richesses que Dieu nous a données. Mais ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que quand on décide d'aller en guerre, la première des choses qu'on doit comprendre, c'est que défendre son pays, défendre ses terres, défendre ses ressources devient notre responsabilité à nous-mêmes. Ne pensons pas que les autres qui vont venir vous vendre les armes, qui vont faire de l'argent avec, vont venir vous sauver. Je répète, la guerre doit se faire, la protection des terres, la protection des ressources, la protection de nos familles doivent se faire par nous-mêmes. Qu'on soit attaqué par ce régime dictatorial-là, frontalement ou pas, que si c'est là où ça nous emmène, il faut comprendre que ça va être combattu par nous-mêmes. C'est pour ça que cette partie-là doit être réellement la dernière solution ou la dernière procédure à prendre. Parce qu'il faudra avoir le courage si on veut gagner. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que si les populations ou les peuples n'ont pas le courage de défendre leur pays, le pays tombe dans le chaos. Nous avons déjà vécu des guerres chez nous. Nous sommes au courant de comment est-ce qu'ils se comportent du côté de Sassou Nguesso là-bas, de leur dictature, de comment est-ce qu'ils ont refusé de partager le pouvoir, parce que c'est ça qui nous a menés là où on est aujourd'hui. Alors, moi, j'essaie d'être honnête dans la conversation, de partir de là où on vient, de là où nous sommes aujourd'hui. Nous savons que eux, leur procédure qu'ils adorent, c'est faire couler le sang, la guerre. Parce que c'est comme ça que eux, ils ont pu obtenir, avec le support de la France, le pouvoir de la République du Congo. Et c'est comme ça qu'ils se sont imposés les 40 dernières années. Mais pas seulement eux-mêmes, avec la complicité de certains de la partie sud. N'oubliez pas qu'à l'époque, nous étions tous dans la République du Congo. Maintenant, nous sommes deux pays différents. Donc, les choses ont changé. Donc, ceux-là qui, à l'époque, ont décidé de signer avec Sassou Nguesso au détriment de leur propre peuple, parce qu'ils se faisaient payer des millions de francs CFA, parce que Sassou Nguesso leur a donné des positions politiques, ou Sassou Nguesso leur a donné des femmes, ou Sassou Nguesso, ils se sont retrouvés entre eux là-bas dans les loges maçonniques, et ils ont fait l'allégeance à leur maître Sassou Nguesso. Ça, c'est eux là-bas qu'ils ont. Ce sont des décisions que eux, ils ont prises entre eux là-bas les 40 dernières années. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous, dans notre cas, qui sommes allés prendre le support
des Congo avec la signature de la pétition, nous n'avons pas signé que nous allons laisser nos peuples dans la médiocrité, dans la misère, les 50 prochaines années, parce que eux là-bas, ils veulent mettre Christian Nguesso, Kiki Angwalima, le plus grand voleur de ma génération, au pouvoir pour remplacer son père. Nous, on n'a pas signé ça. Nous ne sommes pas les Tsatsi Mabiala, nous ne sommes pas les Mounari, nous ne sommes pas les Mberi Martin, nous n'avons pas fait... on n'a pas une histoire avec le Parti congolais du travail avec Sassou Nguesso. On n'a pas signé que, ok, toi tu vas rester au pouvoir, on te laisse tuer nos peuples tant que tu nous payes. Nous, on n'a pas signé ça. C'est ça qui est différent ici. C'est pour ça que, je répète, quand j'ai tagué la fédération, j'ai tagué aussi les deux Brazis et les gars de Sassou. Les gens qui supportent Sassou Nguesso. La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je veux que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Nous n'avons pas signé avec Sassou Nguesso. Nous n'avons pas signé que Sassou Nguesso allait rester à vie au pouvoir. Nous n'avons pas signé que les Mboshi vont rester au pouvoir sur les Congo les 50 prochaines années. Nous ne sommes pas allés dans les loges avec vous là-bas. Je veux que ce soit clair. Donc, ce qui s'est passé les 40 dernières années que je vais expliquer aujourd'hui, nous, notre décision à nous de rentrer, de faire la Fédération Congo est une conséquence directe du sale leadership de la République du Congo. Les gars qui travaillent avec lui de la partie sud et les Mboshi compris. Les décisions qu'ils ont prises, qui ont bousillé la vie de nos peuples, qui ont laissé les opérations Mouebara s'installer les 40 dernières années, aujourd'hui, ont mené les conséquences de l'unité du Sud Congo, aujourd'hui ont mené les conséquences de la Fédération Congo. Et nous n'allons pas repartir, on ne va pas aller en arrière. J'explique cette historique parce que je veux que vous compreniez. La séparation est déjà consommée. Mais, je répète encore, la décision d'aller en guerre, en ce qui me concerne moi, doit être prise par la majorité des peuples, si c'est là où on doit aller. Parce que, je répète, ce sont nos familles, ce sont nos jeunes en général, qui vont subir le grand poids de ça parce qu'ils vont devoir se battre jusqu'à leur dernier souffle pour sauver les terres, les ressources naturelles et les peuples, ceux d'entre nous qui vont rester. Ça va affecter tout le monde. Maintenant, si la République du Congo n'a pas compris ça, si ceux-là qui sont en train de vouloir sauver Sassou Nguesso n'ont pas compris ça, si ceux-là qui sont de-brasistes, qui sont originaires de la partie sud, mais qui se sentent mieux avec Sassou Nguesso n'ont pas compris ça, ils doivent comprendre qu'il y a deux pays ici. Si vous ne vous sentez pas bien dans la fédération parce que vous pensez que ce n'est pas votre dada ou bien la vision de la fédération ne vous plaît pas, le fait que nous, on ne veut pas laisser les gens être détruits, laisser les gens mourir de faim, laisser les gens vivre sans électricité, sans eau, laisser les gens être traités comme des esclaves à vie, si ça ne vous plaît pas, vous avez l'opportunité d'aller vivre dans la fédération, dans la République du Congo. La République du Congo, ça va être donc la partie là qui vous reste en haut là-bas.
Vous enlevez l'État de Mpangala, l'État de la Lekumu, l'État de la Bouenza, l'État du Niadi et le royaume Mouango. Tout le reste, là, c'est la République du Congo qui vous reste. Je crois qu'il y a 5 départements. Comme vous appelez ça là-bas. Vous avez le choix. Mais il faut comprendre une chose. Ce qui ne peut plus se passer, la République du Congo ne peut plus jamais imposer son sale leadership qui n'a pas pu gérer les peuples de ceux qui sont aujourd'hui de la fédération. Ils n'ont pas pu développer, ils n'ont pas pu délivrer le minimum vital. Ils ne peuvent plus venir leader cette partie-là. Ça, c'est impossible. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui 2 pays différents. Maintenant, comment est-ce que nous nous séparons? C'est là où justement l'influence des ayants droit, l'influence de ceux qui ont signé la pétition, la manière dont nous allons aborder cette séparation nous concerne nous tous. Mais je répète encore, la guerre, comme j'ai dit dans mon titre, dans le titre, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour la guerre. La guerre, en ce qui me concerne, doit être la dernière décision. La République du Congo doit comprendre que la fédération existe et qu'on va devoir se séparer ici. Eux, ils vont devoir faire leur pays et garder leur leadership comme ils veulent le garder. Nous, ils vont devoir, nous, on a demandé 2 choses. Nous dédommager et on doit récupérer nos ressources. Parce qu'eux, ils nous doivent pour ce qu'ils nous ont fait en 40 ans. Et nous allons aller à l'Assemblée de la Fédération. Nous allons déterminer le prix du dédommagement par rapport à tous les crimes commis contre nos peuples, l'argent volé et tout ça. Et la République du Congo sera mise au courant de combien est-ce que la facture va être venant de la Fédération Congo par rapport au génocide commis, par rapport aux opérations Mouebara, par rapport aux dégâts du leadership de Sassou Nguesso qu'il a commis sur nos peuples. Ils vont recevoir leur facture. Et nous récupérons nos terres, qui sont les terres qui appartiennent, qui viennent de nos ancêtres, nos terres à nous. Et entre nos 2 pays, il y aura ce qu'on appelle l'immigration. Voilà. Il y aura une frontière et l'immigration. Et ça va dépendre maintenant, nous allons avoir nos lois, nous allons voter nos lois de notre côté. Comment est-ce que nous allons dealer avec la République du Congo par rapport à nos lois immigratoires? Maintenant, si la République du Congo, qui a refusé de partager le pouvoir avec son leadership, il y a 4 ans, quand nous on est sorti le manifeste, qui aujourd'hui est en train de pleurer, aujourd'hui en train de maintenant parler de fédéralisme, on les voit, ils changent même maintenant, ils mettent même le mot Congo maintenant dans leur... ils veulent attacher ça à leur drapeau vert, jaune, rouge du sang là. Parce qu'ils ont vu que les choses ont changé. Mais c'est trop tard. On vous a dit. Les peuples Congo ont signé. La fédération existe. La séparation est faite. Il faut maintenant s'arranger à la faire physiquement sans arriver à un bain de sang. Parce que, je vous répète, la guerre, il y a un prix à payer. La raison pour la guerre n'est pas aussi lucrative que ça pour nous. Je veux commencer par là en parlant parce que les armes ne sont pas fabriquées par nos peuples. Les Américains, eux, quand ils vont en guerre, les compagnies qui fabriquent les armes doublent les chiffres, les chiffres de travail. Ici, pendant la guerre de l'Irak, les compagnies ont doublé, triplé les revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ceux qui travaillent dans ces compagnies-là
font maintenant ce qu'on appelle les overtime, donc font les heures supplémentaires, travaillent, gagnent plus d'argent. Ça fait avancer donc la classe moyenne. Ça fait avancer la vie des Américains. Oui, ils prennent les armes, ils vendent les armes à d'autres personnes. Ils prennent les armes eux-mêmes, ils vont faire la guerre avec les armes. Mais la différence entre l'Amérique et nous, nos pays là, c'est que eux, la guerre les profite. Donc la vérité, c'est que la guerre est intéressante pour eux. Parce que la guerre développe leur économie. Il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai déjà adressé cette histoire de la guerre avant. Je suis en train de le faire encore parce que je veux que vous ouvrez bien vos oreilles des deux côtés. Du côté de la fédération et du côté de la République du Congo qui sont têtus. Qui pensent que Sassou Nguesso va les sauver. Ou va gagner je ne sais pas quoi. Je répète encore, Sassou Nguesso n'a pas de mainmise sur nous, n'a pas d'emprise sur nous parce qu'on n'a pas signé avec lui. On n'a pas vendu nos peuples à Sassou Nguesso. Comprenez-moi bien. Donc, la guerre pour l'Amérique est une bonne chose. Parce que pour l'Amérique, vendre les armes développe leur économie, multiplie les heures de travail pour les travailleurs qui travaillent dans l'industrie militaire, dans l'industrie, c'est des compagnies privées. Ils ont des contrats avec l'armée, mais c'est des compagnies privées qui engagent des gens de tous les jours. C'est eux qui fabriquent les armes, qui fabriquent les munitions, qui fabriquent tout ce qu'on utilise dans les guerres. Donc, pour eux, la guerre est bien parce que pour eux, la guerre est lucrative. Ça développe leur classe moyenne, ça développe leur pays. Pour nous, la guerre n'est pas lucrative parce que nous ne sommes pas propriétaires de ces éléments-là qu'on utilise pour faire la guerre. Même la machette, même le couteau. D'abord, ça c'est la première des choses. Maintenant, quand on rentre maintenant à l'intérieur, il faut maintenant avoir aussi l'estomac pour faire la guerre. Parce que si vous n'avez pas l'estomac pour faire la guerre, vous ne pouvez pas gagner la guerre. La guerre, ce n'est pas les armes qui la gagnent, c'est la volonté, le courage et le fait que vous êtes prêts à sacrifier vos vies. C'est ça qui gagne la guerre. Ce n'est pas les armes. Je vais répéter ça 1000 fois. Et ce n'est pas les autres, ce n'est pas les blancs là, qui vont venir faire la guerre pour vous. La preuve, on est en train de le voir ici, avec l'Ukraine et la Russie. Pourtant, l'Ukraine a le support militaire des autres pays, de l'OTAN et des États-Unis. On leur a même donné les armes. Mais ils sont en train de se battre en ce moment seuls contre la Russie. Et la Russie est plus grande. La Russie, c'est un pays plus fort. La Russie a l'arme nucléaire, la Russie a plus de militaires, la Russie a plus d'armes que l'Ukraine. Mais les Ukrainiens sont en train de se battre pour leur pays. Ils sont en train de se battre. Bien qu'ils savent que l'autre est plus fort et plus grand, ils sont en train de se battre. Hier à peine, les États-Unis ont demandé au président Zelensky de l'Ukraine s'il voulait qu'on lui donne une voie pour sortir, qu'il pouvait partir, qu'il pouvait l'aider à donc fuir. Il a dit non. Il a dit, j'ai pas besoin que vous m'envoyez un taxi, j'ai besoin que vous m'envoyez des munitions. Mais ils savent que les autres sont plus forts, les autres ont plus de matériel militaire, les autres ont plus d'hommes militaires sur le terrain qui ont envahi leur pays, mais ils ont quand même pris la décision de rester là, se battre pour leur terre et pour leur population.
On disait il y a 3 jours que la Russie allait récupérer la capitale, Kiev, là, il y a 2 jours, 3 jours. Ils sont encore en train de se battre. Je crois qu'on est en train le 4e jour, là. Et quand vous entendez les gars de l'Ukraine, ils sont en train de se battre jusqu'au dernier souffle. Ils ont préféré mourir. Il y a beaucoup d'histoires en passant, on se parle dans les réseaux sociaux. Nombreux là ont préféré mourir avant la mort. Ils ont donné leur dernier message. Ils ont préféré mourir sur le terrain. Et on ne parle pas des autres conséquences des bombardements qu'on a entendus, qui sont tombés dans les orphelinats, qui ont tué près de 50 enfants. Les déplacés sont à plus de 100 000 déplacés. La guerre n'a que 4 jours. Il y a déjà plus de 100 000 déplacés. Ils sont en train d'aller en Pologne. Les Polonais sont en train d'aller dans les pays d'Europe. Ça crée donc la crise de réfugiés. Et nous, on connaît ça bien parce que nous, on s'est tous retrouvés réfugiés dans les pays étrangers comme l'Amérique. Donc, on connaît ça, on connaît l'histoire des réfugiés. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand on décide d'aller, avant de décider d'aller en guerre, il faut comprendre qu'il y a un prix à payer. Et en ce qui concerne les Congos, il faut savoir que nous allons devoir nous battre nous-mêmes pour sauver notre pays. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui va venir se battre pour vous. L'Ukraine, regardez, ils ont toute la connexion internationale. Ils sont en train de se battre eux-mêmes. Oh oui, on leur a donné des armes. On ne leur a pas donné, on leur a vendu des armes. Parce qu'eux aussi, ils ont les ressources naturelles. Et eux, au moins, ils ont un peu d'argent. Mais la guerre est en train de se faire par des Ukrainiens contre les Russes. Bien qu'ils savent que les autres sont plus forts qu'eux. Donc, ils sont en train de se battre jusqu'à ce qu'ils vont résister. Et ils disent même déjà, même si la Russie récupère la capitale, tue le président ou bien on dégage leur président Zelensky de l'Ukraine, ils vont faire la résistance comme ce qui s'est passé, comme ce que l'Amérique a vécu avec les Irakiens. C'était sanglant. Il y a eu plus de morts après qu'ils aient chassé Saddam Hussein que pendant qu'ils étaient en train de récupérer l'Irak. Moi, on se souvient, Bush avait fait ici mission accomplie. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la résistance a commencé, quand ceux-là qu'on avait chassés, ont commencé à se battre, à faire des fractions, des groupes et tout ça. C'est ça qui a multiplié le terrorisme là-bas. Regardez la pagaille quand ils sont allés faire la pagaille là-bas, les Français, avec la Libye, chasser Kadhafi. À quoi ressemble la Libye aujourd'hui? La Libye est le pays où l'esclavage est devenu numéro 1. La Libye a des esclaves, a créé l'esclavage. En utilisant tous ces noirs-là qui veulent traverser, fuir l'Afrique pour venir en Europe ou en Amérique. Ils ont transformé la Libye en un chaos. Et les Français étaient devant dans cette histoire en train de l'idée avec le support des États-Unis pour chasser Kadhafi. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi la Libye ressemble? À quoi l'Irak ressemble? À quoi l'Afghanistan? Vous venez de voir il n'y a pas longtemps là. Ils sont sortis d'Afghanistan. Après plus de 20 ans. Mais eux, ils ont les armes. La différence, c'est que chez eux, la guerre est lucrative. Je répète, pour ces Occidentaux-là, la guerre est lucrative parce que non seulement ils gagnent quand ils vendent les armes à nos pays, mais en plus, eux, chez eux, la partie militaire crée des boulots, développe leur classe moyenne, paie des salaires aux gens, font vivre la société, les villes, développent leur pays. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que nous. C'est pas du tout la même chose que nous.
C'est pour ça que j'arrête pas de dire, il faut être plus intelligent que ça. Notre histoire avec les Mboshi, avec Sassou Nguesso et ces gens n'ont pas marché, on se sépare. On ne peut pas rester ensemble, ça n'a pas marché. Nous, on a aboli les contrats qui avaient les contrats ancestraux. Le Luango souverain insoumis a repris sa souveraineté le 7 juin 2021. Et les pays du Djadji ont récupéré, nous donc, ceux qui aujourd'hui l'état de Mpangala, l'état de la Bouenza, l'état de l'Alekumu, l'état du Nyadi, ont récupéré leur souveraineté le 21 mars 2021. Donc, nous avons coupé les contrats avec ces gens-là, la France. Nous allons négocier nos propres contrats. La République du Congo, leur pagaille administrative, leur médiocrité, ils peuvent la continuer sur les terres là-bas qui sont restées. Et ceux qui ne pensent que la fédération n'est pas leur place, ils peuvent aller rejoindre les autres de la République du Congo. Ils se font deal. Là, rester ensemble n'a pas marché. On ne peut pas rester ensemble avec les Mboshi, c'est fini. On a dépassé ça. Mais je suis en train de répéter ici que la décision d'aller en guerre les uns contre les autres aura un prix à payer et il faut comprendre que ce prix à payer va être payé par nos peuples à nous-mêmes. Ce n'est pas les Blancs qui vont délivrer nos terres pour nous. Regardez l'Ukraine. Ah oui. Ils sont en train de se battre là-bas eux-mêmes. On leur a donné les armes, vendu les armes. Mais c'est eux qui sont en train de se battre. C'est pour ça que vous avez vu le président ukrainien appeler tous entre 18 ans et 60 ans et dire aux gens qu'ils peuvent venir prendre ceux qui veulent défendre la nation, ils peuvent venir prendre les armes pour défendre le pays. On a vu certains quitter les pays où ils étaient à l'étranger, repartir en Ukraine pour aller défendre leur terre. Mais ils savent qu'ils se battent contre la Russie qui est, je ne sais pas combien de fois, plus forte qu'eux. Qui est venue les annexer. Parce que lui, Poutine, lui, il a son rêve de ramener l'URSS. Et juste pour l'historique, moi j'ai vécu en Russie. Mon père a étudié 4 ans quand on était jeune. Moi j'ai vécu en Russie. La Russie, je la connais bien. Même, et nous à l'époque, quand on était en Russie dans les années 80, tu devais parler russe. On est allé à l'école en russe. Dans les années 80. Moi j'ai vécu en Russie. Je comprends bien la mindset russe. Mais les Ukrainiens sont en train de se battre malgré tous les autres pays de l'OTAN ou quoi. Ils font beaucoup de bruit, oui, les sanctions ou quoi. It doesn't matter. La bataille est faite par le peuple ukrainien. Ça, c'est une grande leçon qu'il faut apprendre ici. Pour les Congos qui sont en train de former notre nouveau pays, n'oubliez pas que le pays de l'Ukraine, c'est un pays qui est plus récent que la Russie. Donc, l'Ukraine n'est pas un pays aussi vieux que ça. Et nous, dans notre cas, la Fédération Congo, nous pire encore, nous sommes juste un nouveau pays, on vient juste de se former. Et la leçon ici que vous voyez, comment les autres pays internationaux réagissent quand vous allez en guerre, ben ils vous disent, ok, on va vous vendre les armes, on va vous machiner, mais vous devez vous battre vous-même contre les autres. Moi, je pense que c'est la partie la plus importante qu'il faut comprendre ici pour les Congos. Maintenant, la République du Congo doit comprendre aussi que si c'est le chemin qu'ils veulent prendre
pour essayer de forcer un mariage qui n'a pas marché, nous, de notre côté, on va être sans pitié. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, ces situations-là doivent être décidées avant d'aller en guerre. Il faut trouver une solution avant d'aller en guerre. Parce que la vérité, c'est que la guerre, nous, ne nous bénéficie pas. Les armes, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Et aller en guerre, ça va dire que nos familles vont devoir aller se combattre les uns contre les autres eux-mêmes. Ce n'est pas les étrangers qui vont le faire pour eux. Quelles que soient les alliances qu'on peut faire, la bataille va devoir se faire par nous-mêmes. C'est ça la réalité ici. C'est la leçon qu'il faut apprendre, moi je pense, en ce qui se passe entre la Russie et la Russie a l'arme nucléaire, elle est plus forte, elle est plus grande, elle est mieux armée que l'Ukraine. Mais les Ukrainiens sont en train de se battre. C'est ça la vérité. Ah, ils n'ont pas donné leur pays cadeau, hein. Et ça, c'est la partie que je suis en train de dire. You have to have the stomach for war. Il faut avoir l'estomac pour la guerre, pour faire comme ce que les Ukrainiens sont en train de faire. Quand vous savez que les autres sont plus forts, sont plus grands, ils ont plus d'armes, ils ont plus de personnes que vous, mais vous avez décidé de protéger là où vous êtes et de mourir là debout, l'arme à la main. C'est pour ça donc que ça me ramène à là où je vous dis, il faut avoir la majorité des peuples doivent être d'accord d'aller en guerre parce que c'est le prix qu'il faudra payer. Quelles que soient les alliances faites avec les étrangers ne vont pas venir se battre pour vous. C'est pour ça que je prends mon temps pour venir ce matin pour expliquer cette histoire de la guerre là. Et d'avoir une présentation honnête. C'est les familles qui vont devoir défendre leur terre. Oui, même si on vous donne les armes, ce qui gagne la guerre, c'est le courage. Et c'est le fait qu'on est unifié. C'est l'une des grandes forces que nous on a, c'est qu'on s'est battu pour mettre nos peuples ensemble. Ça c'est bien. Mais je répète encore, la guerre a un prix à payer. C'est pas la quantité d'argent que vous avez, c'est pas le nombre d'armes que vous avez entre les mains, c'est la détermination des peuples, des populations. C'est pour ça que ça ne peut pas être pris à la légère. C'est pour ça que je répète qu'encore, il faut toujours essayer de trouver toutes les solutions possibles avant d'arriver à la guerre. L'histoire avec la République du Congo n'a pas marché. On s'est séparés. Ils doivent comprendre là-bas qu'on doit diviser ça comme c'était par rapport aux délimitations ancestrales et par rapport à ce qui nous appartient, nous les Congos. Je suis honnête, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai tagué les gars, les endroits de la fédération et j'ai tagué les Congolais. Parce que je veux qu'ils entendent ce que je suis en train de dire. Des deux côtés, pas juste là, les gars de la fédération. La guerre doit être la dernière ressource, c'est-à-dire que la dernière des choses. Et si vous arrivez là, il faut avoir le courage de la faire et de la finir. Les étrangers ne le feront pas pour vous. Les blancs là qui vont vous vendre les armes ne le feront pas pour vous. Donc, les Congos, notre pays est légitime, la fédération est légitime, nos terres sont nos terres, les ressources nous appartiennent, nous devons les protéger
Mais nous devons trouver la manière de se séparer avec la République du Congo, d'abord, avant d'arriver à la guerre. On doit utiliser toutes les techniques possibles. Parce que quand on arrive à la guerre, c'est fini. Il faut écraser. Et moi, dans mon concept de guerre, quand on va en guerre, il faut aller prendre quelque chose. Donc, ça veut donc dire que si on va en guerre contre la République du Congo, ça veut donc dire que maintenant, comme pour eux, la partie de la fédération va devenir sur le tapis, ils vont vouloir donc reconquérir la fédération. Nous, aussi maintenant, ça va être leur partie à eux du Nord, que nous, on ne voulait même pas, on n'était pas intéressés, va maintenant être sous le tapis parce que quand on va faire la guerre, il faut avoir le trophée de guerre. Il faut récupérer quelque chose. Parce qu'il y aura beaucoup de pertes de vie, beaucoup de pertes d'argent. Il faudra facturer la République du Congo triplement. Moi, je dis déjà triplement. Ils ont déjà une facture qu'ils nous doivent. On va tripler ou quadrupler la facture. Et on va maintenant devoir aller prendre pour dédommager les pertes que nous, on va avoir sur les terres Congo de la Fédération. Donc, de l'état du Niadi, l'état de la Bwenza, l'état de la Lekumu, l'état de Mpangala et le royaume Mwango. C'est pour ça que la guerre doit être la dernière solution. Pas la première. Et elle doit se faire avec le support de la majorité des peuples des 4 États et du royaume Mwango. Pourquoi? Parce que ce sont ces familles-là qui vont devoir payer le prix. Les Blancs ne viendront pas faire la guerre pour nous. Même les étrangers, là, ils ne vont pas faire la guerre pour nous. Le prix à payer va être payé par les Congos. Ah oui. Donc, c'est une conversation honnête que je suis en train de vouloir avoir ici. C'est un sujet, une manière d'expliquer aux 2 pays honnêtement qu'il y aura un prix à payer ici. Nous ne sommes pas les Russes, nous ne sommes pas les Ukrainiens. Je répète, nous ici aux États-Unis, puisque c'est là où je vis, c'est mon pays d'adoption, nous ici aux États-Unis, quand on va en guerre, la guerre nous rapporte beaucoup d'argent. Maintenant, étant descendant Congo, comme moi je vois ça, quand je vois est-ce que la guerre va nous rapporter combien? Et si on va en guerre contre la République du Congo, ça veut donc dire qu'on va devoir prendre quelque chose de la République du Congo. Donc ceux qui restent là du Nord, que nous on n'a pas pris au début quand on a séparé, quand on a récupéré nos terres, ben on devra prendre quelque chose parce que nos peuples vont mourir. On va perdre beaucoup de choses. Il faudra compenser ça. Et eux aussi, la République du Congo, ils vont chercher à venir prendre ce qui est chez nous. En nous tuant, comme ils sont déjà en train de faire, en nous chassant de nos terres et tout ça. Maintenant, ça va se faire à la grande échelle. Nous aussi, on va devoir aller récupérer une partie de leur République du Congo. C'est ça que les Congolais et les Congos doivent comprendre. Les Congolais et les Congos, on est 2 peuples différents maintenant. Les Congolais et les Congos doivent comprendre que les conséquences de la guerre vont être qu'on va aller prendre chez vous. Parce que eux, on sait qu'ils vont chercher à prendre chez nous, puisqu'ils savent que maintenant on est debout. Donc, cette histoire de divorcer les uns avec les autres, normalement, peut se faire sans guerre. On a fait ensemble pendant des années, ça n'a pas marché. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des divorces. Il y a des gens qui divorcent en catastrophe et il y a des gens qui divorcent amicalement. On peut trouver un terrain d'entente de divorce sans aller à l'extrême, qui est la guerre. Parce qu'on sait tous qu'il n'y aura pas de pitié là-bas.
Et je répète encore, au Mboshi, à Sassou Nguesso et aux deux Brazistes, nous sommes arrivés ici parce que vous avez refusé de partager le pouvoir. Donc nous, là où nous sommes, on n'a rien à foutre, on n'a rien à perdre. On est prêt à tout brûler là-bas. Et on vous a même dit, même si vous venez chez nous essayer de forcer encore la République du Congo, on préfère tout brûler que vous laisser encore la République du Congo. Que vous laissez avec la fédération. On vous a même dit ça. Cette fois-ci, on préfère tout brûler, chasser tout le monde. Donc, Irène Dumana dit si la guerre est la dernière option, donc la Fédération Congo laisse la porte ouverte pour des pourparlers avec la République du Congo-Brazzaville. Bon, je ne sais pas si on appellerait ça pourparler. La réalité, c'est que on va devoir négocier la séparation, qu'on le veuille ou pas. Parce que nous sommes encore dans la procédure de présenter ce que nous sommes en train de faire. Nous allons présenter la facture, faire toute la procédure légale. N'oubliez pas qu'on est en train de suivre une procédure. La raison pour laquelle on n'est pas en guerre, c'est parce qu'on est en train de faire une procédure légale. Et on est en train de le faire avec le soutien du peuple. On est en train de présenter aux ayants droit, au peuple, c'est quoi qu'on est en train de faire. Là, je suis en train de vous parler de, ok, si tout ça là ne marche pas, et que, ou de l'autre côté là-bas, ils décident d'attaquer parce que, bon, ils en ont marre d'entendre parler de la fédération, ils veulent venir nous attaquer. La guerre, voilà ça, là où ça va nous emmener. Et qu'est-ce qui se passe quand on va en guerre? Ben, quand on va en guerre, ça veut donc dire que il faut se battre personnellement. Les autres ne viendront pas, je veux qu'on soit clair. Regardez l'Ukraine. Il faut que ça soit dans la tête de chaque Congo. Il faut être honnête, il faut qu'on sache ça. Il n'y a pas des gens qui viendront se battre pour nous, c'est nous qui allons nous battre pour nous-mêmes. C'est pour ça que ce matin, je veux avoir une conversation honnête. Oui, il faudra négocier la séparation. On n'est pas en train de parler avec Sassou aujourd'hui, parce que nous sommes en train de suivre notre procédure. Pour le moment, on va aller à l'Assemblée. On n'a même pas encore fait notre constitution. On n'a pas encore présenté comment est-ce que la fédération se présente dans l'État. Donc, nous sommes en train de suivre une procédure légale pour que les populations, les peuples, tout le monde soit au courant de à quoi la fédération ressemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont en train de se demander, ok, cette fédération-là, à quoi ça ressemble? Parce que nous sommes en train de suivre la procédure. Il fallait unifier, il faut négocier avec la communauté internationale. Ah oui, nous sommes en train de le faire parce qu'on doit aussi avoir la partie légale. On doit pouvoir démontrer sur papier que nous avons suivi la partie légale. Mais on va devoir se séparer, négocier la séparation entre ces deux pays-là. Il faudra avoir à un moment donné une conversation de comment on se sépare. Assumer qu'on doit aller en guerre comme option. Si on assume qu'on va en guerre, donc il faut assumer la responsabilité qu'on va devoir prendre pour aller en guerre. Qui va être forcer donc les familles à se battre, à prendre les armes. Comme ce que vous voyez en Ukraine. On leur a vendu les armes, mais ils n'ont pas pris les armes pour eux. Et ça, c'est ce que je veux attirer. Je veux que ce soit clair dans nos têtes. Ah, il ne faut pas que quand on parle de guerre, on pense que c'est les autres qui vont venir faire la guerre pour nous. Ah non! Surtout nous en Afrique, c'est encore pire. Les autres, au moins, ont quand même des structures, ils ont quand même des armes. Nous, en Afrique, c'est pire. On n'a pratiquement rien là-bas. C'est ça la réalité quand on discute ici. Il faut être réaliste. Parce que ça va affecter la famille des millions. Et ça doit être une responsabilité commune. Ah oui, ne pensez pas que on va prendre la guerre et puis on va mettre ça sur la tête de Pungi ou la tête de Birangi ou la tête de... Non. Ça va être sur nos têtes à nous tous.
Parce que la décision va être commune. Et ça, je veux que ce soit clair. Moi, j'avais déjà dit ça avant. Ah oui, 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 oui. Aller en guerre doit être une décision des Congos en majorité parce que ce sont les Congos qui vont se battre pour protéger la fédération. Si la décision n'est pas majoritaire, mais c'est qui va gagner la guerre contre les autres? C'est qui va le faire pour nous? Nous, on ne peut pas le faire individuellement, même si on le veut. C'est pas un Congo qui va aller se battre se battre tout seul contre Sassou Nguesso et son régime dictatorial, et on sait comment lui il opère là-bas. C'est ça ce que je suis en train de soulever ici. Je suis en train de soulever ici une conversation honnête et claire. Et un partage de responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que cette responsabilité va devoir se partager. On va en guerre nous tous, on défend la fédération ensemble. On partage que ce soit les victoires, les morts, parce que la guerre va affecter toutes nos familles. Ça va affecter les familles du Niadi, ça va affecter les familles de Mpangala, ça va affecter les familles de la Lekumu, ça va affecter les familles de la Bouenza, ça va affecter les familles du royaume Luango. C'est pour ça que, en tant que leader, il faut avoir une conversation honnête avec les peuples, les populations, les ayants droit, ceux avec lesquels on est en train de former le pays. Il faut être honnête. Ah oui. Si vous choisissez la guerre, you better make sure that you prepare to fight. Si l'option c'est la guerre, on doit être prêt à se battre jusqu'au bout pour gagner. Et quand on gagne, il faut récupérer maintenant une partie de la République du Congo parce qu'on est allé en guerre, on n'a pas pu se séparer sans s'entretuer. Et moi, j'ai déjà dit à la République du Congo, nous sommes ici parce que vous avez refusé de partager le pouvoir. Donc, il n'y a pas de blâme à venir de notre côté parce que c'est vous qui avez refusé de partager le pouvoir. Quand on a fait sortir le manifeste, vous avez une opportunité ici de dealer avec l'histoire de Sassou Nguesso. Vous avez refusé. Donc, ne nous blâmez pas. Mais je dis aussi au Congo, la guerre doit être prise, la décision doit être supportée par la majorité des Congos. Parce que c'est nous qui allons faire la guerre. Et je veux être clair avec vous. Et l'Ukraine et la Russie, l'exemple de l'Ukraine et la Russie nous démontre ça. La géopolitique ou quoi, qui se supporte, qui moi sincèrement j'en ai rien à foutre. Parce que je sais que eux, ils ont les armes, eux chez eux, la guerre est lucrative. La Russie, c'est la Kalachnikov est l'arme numéro 1 vendue au monde, c'est l'arme la plus populaire. Donc ils font des milliards avec la Kalachnikov. Donc chez eux, la guerre est bénéfice. Aux États-Unis, moi je vis, la guerre is a good thing because we make money here. Alors moi je vous dis clairement comment moi je vois cette histoire de guerre. Ah oui, pour eux la guerre est lucrative. Mais pour nous, on a combien de compagnies d'armes? On a combien de compagnies de machettes ou de couteaux? Ou de cocktails Molotov? C'est ça. Donc, moi ce que je voulais adresser ce matin, c'est le prix à payer de la guerre. Le prix à payer va être payé par la majorité des Congos si on décide d'aller en guerre. Et la décision doit se faire avec la majorité des Congos. Ça ne peut pas être sur des individus. Ah oui, c'est pas possible ça. Parce que ce n'est pas les individus qui vont aller se battre pour vous. Vous devez vous battre pour vous-même, pour vos familles, pour vos terres, pour votre terre, comme nous on est en train de le faire. Et la République du Congo doit comprendre que si on arrive à l'étape où on doit se faire la guerre,
Ça veut dire que ceux qui leur restent là, nous, on va devoir aller prendre. Je ne sais pas combien de la République du Congo va prendre, mais on va devoir aller prendre parce qu'il y a un prix, on doit sortir avec un prix. Nous, quand on gagne, on doit prendre une partie. Ça veut dire que ça ne doit plus être que les 5 États, les 4 États et le royaume Luango, ils vont devoir nous payer avec une partie de leur terre. Oui, c'est ça la guerre. Et nous, de notre côté, on doit être unis. Parce que c'est ces 4 États et un royaume qui sont venus ensemble ici pour faire la fédération. On doit être unis, unanimes. Parce que le sacrifice va être de tout le monde. Ah oui, 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 oui. Je répète, il faut bien réfléchir. Il faut être honnête avec vous-même. Moi, je veux parler de ça parce que nous ne sommes pas des blancs. Ne voyez pas eux, ils font l'argent avec leur guerre. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont en train de faire on punit, mais on punit à moitié. Pourquoi? Parce que la Russie fait business avec tout le monde. Tous les gars de l'OTAN, c'est eux qui leur fournissent les matières premières, ils leur fournissent le pétrole. Donc, on coupe, on ferme un peu la banque ici, mais on laisse la banque là-bas. Vous voyez pas comment les Blancs sont en train de faire? Toute leur guerre, même dans la guerre, ils sont d'abord en train de prioriser la partie de business, la partie de l'argent, la partie des ressources, la partie de ceux qui vont gagner pour leur peuple. Moi, j'entends les Américains pleurer ici. Ah, nous, on espère que votre histoire là, ici, là, nous, l'essence ne va pas venir à, je sais pas, 4 $. En ce moment, l'essence était, j'ai plus la fois, c'était à 3,16 $. Ça, c'était le moins cher. Mais la plupart des gaz, si je ne sont à 3,45 $. Je vais montrer autre chose, attendez. À 3,45 $. Vous voyez? Donc, il y a un prix, et eux, ils sont en train de regarder comment est-ce que ça va affecter leur économie. Donc, c'est pour ça que, bon, on fait des jeux. Bon, ici, là, on va fermer la banque là, hein, mais là-bas, on ne ferme pas. Ah, mais il ne faut pas le sortir de la partie financière, parce que si vous sortez la partie financière, ça va affecter tout le reste de l'Europe. Ils ne pourront plus faire les transactions. Ils vont plus recevoir, la Russie ne va plus envoyer le matériel. Ah, il ne faut pas couper les puits de pétrole que la Russie donne. Mais la Russie, ils sont en train de faire la guerre. Chez eux, c'est lucratif. C'est pour ça que je pose la question, je mets ça sur la table pour les Congos et les Congolais. Chez vous, la guerre, vous gagnez quoi? Chez eux, la guerre est lucrative. Chez les Blancs, chez les Ukrainiens, chez les Russes. Ah, ne vous trompez pas, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, oui, hein, Irène me dit, la décision de partir en guerre doit être décidée par tous les individus de la fédération, soit en cela vous mettrez un dispositif pour recueillir les opinions de tout le monde. Oui, nous allons le faire. C'est l'Assemblée. Maman Irène Vimana, l'Assemblée de la fédération. Ah, c'est là-bas. On va venir, on va présenter, si on arrive à ce moment-là, nous allons présenter ça et le peuple, comme vous avez voté à la pétition, vous avez signé, vous allez faire le même vote. Parce que je répète encore, je veux que ce soit clair dans la tête de tous les Congos, ça va être combattu par nous-mêmes. Voilà, c'est pas un blanc qui va quitter je ne sais pas où pour venir faire la guerre pour vous. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que nous ici on dit toujours, la guerre doit être la dernière décision parce que il faut essayer de trouver tous les moyens. Il y a des moyens. On a l'impression qu'il n'y a pas de moyens. Il y a les moyens de se séparer. Il y a des divorces qu'on fait sans guerre. Il y a des gens qui divorcent, ils se séparent, peut-être pas à l'amiable, mais de manière à pouvoir, avec un minimum de respect. Mettons ça, on ne va pas dire à l'amiable, on va dire un minimum de respect. Voilà. On peut se séparer avec un minimum de respect. Je sais qu'il y aura déjà l'amertume. Le fait que nous, on les a quittés, on ne voulait plus rester avec eux. Ils ont déjà l'amertume. Mais on peut se séparer avec un minimum de respect. On n'a pas besoin de s'entretuer. Mais si on décide de s'entretuer, il faut comprendre la responsabilité et que la responsabilité va être de notre côté à nous, elle va être commune. Ah oui. Elle doit être comme, parce que c'est comme ça qu'on a démarré l'USK anyway. Quand on a démarré
l'unité du Sud Congo, c'était une décision, on a fait ça ensemble. C'est pour ça qu'on a demandé à tout le monde de signer la pétition. Nous allons faire l'assemblée, là où on va aller former la fédération. C'est-à-dire que parler de former, comment vous appelez ça, la constitution, les lois, hein, et puis la partie politique, comme on a dit, la partie politique, c'est quoi, tout ça là, ça fait partie de la construction. S'il y a une crise, nous allons soumettre ça à l'Assemblée. Parce que, je répète, les familles de l'État de Mpangala, de l'État de la Blekumu, de l'État de la Bwenza, de l'État du Niadi et du Rwanda vont être affectés. Ah oui, la responsabilité doit être partagée, la décision doit être partagée. Ah oui, on forme la fédération ensemble, 2 500 000. Si on va en guerre, ou si on doit aller en guerre, ou si on doit répondre à une attaque de la République du Congo pour aller en guerre, on va le faire ensemble et comme ça, on pourra maintenant aller prendre ce que eux ils ont refusé de nous dire, ce que eux ils ne voulaient pas partager, mais on va aussi prendre ce qu'ils ont même. Je vous dis, parce que la guerre, il faut prendre quelque chose. C'est pas juste aller se battre, on va juste protéger ce que... Non, 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 non. On va aller prendre. Ah oui. Et donc, quand les gars de la République du Congo m'écoutent, ils doivent être conscients de ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai démarré cette conversation, j'ai tagué les Congos et j'ai tagué les Congolais. Et j'ai fait ça exprès parce que je voulais que les Congolais entendent ce que je dis. Ah, voilà ce que Birangui a dit. Ah, chez eux, là-bas, la guerre, c'est comme ça qu'ils vont faire. Si on va en guerre contre eux, ils vont venir prendre. Oui. Quand on vous dit on rase le nord, je sais de quoi je parle. Quand on rase, après avoir rasé, on récupère. C'est ce que ça veut dire. Si vous voulez qu'on parle maintenant en termes de guerre. Quand on rase, après avoir rasé, on récupère ce qu'on a rasé. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de dire que il faut essayer de faire cette séparation pacifiquement. Ça peut se faire, c'est pas impossible. Il n'y a jamais d'impossibilité dans la vie. C'est une question de leadership, de décision. Il faut voir vos peuples là-bas. Qu'est-ce qui va se passer avec eux du côté des Congolais? Nous, du côté des Congo, nos peuples, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va affecter nos peuples? On a eu, je ne sais pas combien d'années ensemble, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on a besoin de ça pour se séparer? On a besoin de se faire une guerre où les armes, on n'est propriétaire d'aucune arme? Où on va enrichir les Russes ou enrichir les Américains? Il n'y a pas de compagnie d'armes chez nous, sur nos terres. Même les machettes, ça ne se fabrique pas chez nous. La guerre n'est pas lucrative pour nous, c'est ça la vérité. En tout cas, moi, de mon point de vue de leadership, c'est comme ça que je vois ça. Parce que je vois comment la guerre est lucrative dans le pays qui m'a accueilli ici, le pays qui est devenu mon pays d'accueil. Ici, la guerre est lucrative. Ici, il make sense d'aller en guerre parce qu'on gagne de l'argent, ça crée des boulots, ça multiplie la middle class, notre vie avance. Ah oui, en Amérique, la guerre nous fait avancer. C'est pour ça qu'ils partent, c'est pour ça qu'eux, ils jumpent tout le temps pour aller en guerre. Ah oui, comprenez ça. Parce que ici, c'est lucratif, ça apporte, ça fait grandir. Au boulot, tu gagnes plus d'heures, tu as plus d'argent. Tu as même des bonus, tu as même des promotions. Ah oui, la guerre ici est bonne. Mais sur nos terres là-bas, ça nous apporte quoi? Donc je voulais attirer cette attention-là ce matin sur le prix de la guerre. Je voulais être honnête. En tout cas, ça c'est mon point de vue à moi, Gervais Birangui, en ce qui concerne la guerre, en ce qui concerne comment ça affecte les Congos, comment ça affecte les 4 États, l'État de Mpangala, l'État de la Lekumu, l'État de la Bwenza, l'État du Niadi et le Royaume Mwango. Moi, that's my take. Chacun de nous a sa take. Ce qui se passe entre les Blancs là, la Russie, l'Ukraine ou quoi, ils ne sont pas au même niveau que nous. Chez eux, c'est lucratif parce qu'ils fabriquent les armes.
Leurs économies sont complètement différentes. Ils s'enrichissent avec ça. Aux États-Unis, c'est encore pire. Ici, c'est très lucratif. C'est même très intéressant d'aller. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contracteurs de guerre ici. Ceux-là qui vont assister les pays. Et c'est en Afrique qu'ils se font des milliards de dollars. Donc, je voulais attirer l'attention du prix à payer pour aller en guerre. Ne nous laissons pas impressionner ou je sais pas quoi par les Russes ou les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont seuls là-bas en train de se battre. Pourtant, ils ont le support de l'OTAN et de l'Amérique. Ils sont en train de se battre seuls contre un pays plus fort que la Russie. Même s'ils savent qu'on va les taper à la fin, ils sont en train de se battre. Mais ils savent que même si on les tape, on les chasse du pouvoir officiellement, la Russie ne pourra pas maintenir la résistance. Les Américains n'ont pas pu en Irak. Ils n'ont pas pu en Afghanistan. Parce que vous savez quoi, c'est pas leur terre. C'est la partie là. C'est pour ça qu'à la fin, même s'ils font 20 ans, ils sortent. Mais combien de dégâts ça cause entre-temps? Combien de destruction, combien de vies il faut perdre entre-temps? C'est pour ça qu'on est en train de dire, à un moment donné, il faut être un peu plus intelligent. Même les troubadours de la République du Congo doivent comprendre ce qui va leur arriver. Si on va en guerre, on va aller récupérer leur pays. C'est ça. La République du Congo doit comprendre que la fédération, si vous allez en guerre contre la fédération, nous allons venir récupérer ce qui reste. Je ne sais pas si ça va être tout, ça va dépendre de notre humeur, de de la quantité de dégâts que vous aurez fait chez nous. Mais la guerre, il faut un prix. Donc on va venir récupérer ce qui reste. Quand on disait on va raser le nord, là, on rase et on récupère. C'est ça que ça veut dire. Je n'ai pas voulu continuer la suite parce que je ne voulais pas que vous compreniez que c'est ce que ça voulait dire. Mais comme aujourd'hui je parle de la guerre, ce que ça veut dire, quand on rase, on récupère ce qu'on a rasé. C'est ça le prix de la guerre parce qu'il y a des familles qui vont perdre leurs gens, il y a des destructions qui vont se faire, il faudra payer pour ça. Donc je voulais avoir essayer une définition honnête de ce que le prix à payer de la guerre est ce matin. Vraiment merci encore. Comme j'ai dit, normalement le 3 mars, c'est un jeudi, je vais être live à PSTV. Je vais adresser d'abord le mois de mars, donc le son que les Sassou étaient habitués à verser le mois de mars. Comme je suis moi-même du mois de mars, ça va être la première fois que je vais adresser ça. Et je vais aussi dire quelque chose par rapport au sang versé des Congo pendant toutes ces années-là. Et ce qui va se passer dans le futur, je vais donner mon point de vue et peut-être vous m'écouterez. Et après, je parlerai à la jeunesse de moins de 40 ans de la fédération. Je vais parler à tous ceux-là, ceux qui ont moins de 40 ans. Je vais essayer d'avoir une conversation honnête qui va être un peu, peut-être pas au niveau de la guerre en tant que telle, mais au niveau de la séparation. Bonjour bébé. Je suis pratiquement à la fin. Au niveau de la séparation. Donc au niveau de la séparation, je vais parler à ceux qui ont moins de 40 ans de la fédération. Et je vais parler aussi du mois de mars. Donc le 3 mars, c'est un jeudi. Je serai là avec PSTV. Mais écoutez, merci encore. Je vous en prie, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo au Congo et aux Congolais. Cette vidéo s'adresse au Congo et aux Congolais. Cette vidéo s'adresse au Congo et aux Congolais. C'est une vidéo honnête sur le prix à payer de la guerre. Voilà, le prix à payer de la guerre, c'est une vidéo où j'ai expliqué honnêtement c'est quoi le prix à payer de la guerre. Ne suivez pas l'Ukraine, ne suivez pas la Russie. Eux, c'est des blancs. On n'est pas dans la même position. Ne suivez pas les États-Unis. Les États-Unis, je répète, chez nous ici, la guerre est lucrative. La guerre, c'est un très bon business ici. Je ne pense pas que chez nous, sur les terres de nos ancêtres, la guerre est un bon business parce qu'on est propriétaire de rien.
Et même les troubadours des dirigeants de la République du Congo qui n'ont pas pu signer un ownership, ils sont propriétaires de rien, ils ont tout donné aux étrangers. Ils sont encore en train de payer pour des armes après plus de 40 ans de pouvoir. Ça, c'est très idiot. Ça montre que vous n'avez rien pu faire de bon avec l'argent que vous avez volé au Sud Congo. Vous êtes en train de continuer à payer pour des armes, alors que les armes devaient se fabriquer chez vous. Ça veut dire que vous n'avez rien compris, même de la guerre. Écoutez, merci encore. C'était Gervais Birangui ici. Que Dieu vous bénisse. Restez forts et vive la fédération. Vive nos peuples Congo.